Notre actualité nous montre que la guerre frappe de nouveau en Europe, puisque dans les frontières orientales de notre continent, les armes s'expriment depuis plusieurs mois. Et cela est intéressant en tant qu'historien à évoquer pour comprendre que le siècle précédent a été un siècle où le continent européen a souvent été un terrain de guerre. Et parmi ces guerres figurent bien évidemment les deux guerres mondiales et notamment donc la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un conflit qui est une véritable guerre d'anéantissement. Les militaires évidemment, mais également les civils, femmes, hommes, enfants, vieillards, sont à plusieurs titres concernés par cet engagement. Une propagande importante, mais également par le deuil, puisque cette guerre est très meurtrière. Cette Seconde Guerre mondiale, guerre totale, guerre d'anéantissement, a été en quelque sorte la conséquence d'une situation politique et géopolitique très complexe, mais qui s'est progressivement mise en place après la Première Guerre mondiale. Dans ce que nous, historiens, nous appelons l'entre-deux-guerres, le continent européen est devenu en quelque sorte un jeu de cartes dans lequel se sont exprimées plusieurs formes d'autoritarisme et de totalitarisme. En effet, l'arrivée de Mussolini en Italie au pouvoir en 1922 laisse voir la mise en place d'un régime non seulement autoritaire, mais fasciste, c'est-à-dire un régime qui a finalement pour projet l'asservissement de la liberté et des libertés publiques. Mussolini essaime, c'est-à-dire que les doctrines de haine se diffusent progressivement sous l'effet de la présence d'un antisémitisme populaire très fort, notamment en Pologne, et évidemment en Allemagne, où le parti nazi, le parti d'Adolf Hitler, prennent le pouvoir à partir de 1933. Il faut rappeler que le parti nazi était présent au Reichstag, c'est-à-dire dans l'Assemblée allemande, depuis une dizaine d'années. L'existence au corps même de l'Europe de ces deux États totalitaires, à l'ouest du troisième État totalitaire, l'Union soviétique, eh bien, bouscule un certain nombre de certitudes qu'une idée de fédération des peuples, un dépassement du nationalisme que l'on avait vu échouer dans le sang et les larmes et les rats de Verdun, eh bien, cette promesse altruiste et universelle s'échappe sous l'effet de ces nouvelles doctrines totalitaires. Donc la France n'a pas été exempte de cette menace autoritaire, puisqu'en février 1934, soit un an après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, eh bien, la France est secouée par une grande journée de protestation, ce qu'on a appelé le 6 février 1934. On pourra donc dire que les années 30, cet entre-deux-guerres, est une génération où se mêlent pacifisme, expérience autoritaire et totalitaire. Alors évidemment, notre pays est touché au cœur de la Seconde Guerre mondiale par une invasion et surtout par la perte de la République. La République meurt. Le régime qui avait fondé les principales libertés individuelles et collectives après la Révolution française meurt à Vichy le 10 juillet 1940. Le régime de l'État français, sous l'autorité du maréchal Pétain, projette et formule un nouveau projet politique ultra-conservateur, réactionnaire. Et à travers ce projet pour un lendemain qui déchante en quelque sorte, puisque tous les cadres de la Troisième République vont être menacés, en particulier les francs-maçons, les communistes et les juifs, et de cela découlent évidemment plusieurs protestations, c'est ce qu'on a appelé les différentes formes de résistance. Au moment de l'occupation de la France, il y a en particulier un groupe constitué de dizaines de milliers de personnes, les juifs, étrangers ou juifs français ou israélites, qui sont particulièrement concernés par cette politique d'anéantissement. Des statuts particuliers sont préparés pour que l'on puisse distinguer au sein du corps national un groupe que l'on va appeler les juifs. Les 2/3 des juifs français découvrent à ce moment-là qu'ils sont juifs, puisque c'étaient des personnes qui étaient insérées, assimilées dans la société depuis plusieurs générations. Et progressivement, malheureusement, à partir du printemps 1942,
à la politique d'identification. On va construire, on les a, hein, des listes de juifs, à la politique d'arrêt des migrations, puisque certaines familles juives essayaient de partir de la zone occupée, se succède la politique d'arrestation, les rafles, de concentration, puis de déportation. Cependant, grâce à l'action méritante des justes parmi les nations et des sauveteurs, plus des 3/4 des juifs français ont pu être sauvés. Ce lieu dans lequel nous sommes est l'ancienne synagogue de Clermont, et ce lieu porte mémoire de l'action valeureuse des 210 justes d'Auvergne, dont la liste figure à proximité de là où je m'exprime. Ce centre porte également le nom de Jules Isaac, l'auteur des manuels scolaires de l'entre-deux-guerres Mal et Isaac. Jules Isaac a été caché presque à côté d'où habitait Serge Klarsfeld quand il était enfant, et sa femme et son fils ont été arrêtés à proximité de Clermont. Donc Jules Isaac, en quelque sorte, le grand historien Jules Isaac, a été très lié à notre ville. C'est pour ça que nous avons donné ce nom à ce centre culturel.